Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Aujourd'hui, nous revenons sur les derniers développements politiques, diplomatiques et sécuritaires à travers le monde. De Washington à Pékin, en passant par Bruxelles, Tel Aviv et Kinshasa. À la une aujourd'hui, Israël annonce une opération pour prendre le contrôle de la ville de Gaza. Aux États-Unis, vaste recrutement civil par la police de l'immigration. En Chine, Xi Jinping salue la reprise de contact entre Washington et Moscou. Ursula von der Leyen demande à Israël de revenir sur son plan pour Gaza. Et pour terminer, direction la République démocratique du Congo, où Félix Tshisekedi annonce un gouvernement remanié intégrant deux figures de l'opposition modérée. Bienvenue au développement de ce journal. Israël annonce une opération pour prendre le contrôle de la ville de Gaza. Le cabinet de sécurité israélien a validé dans la nuit du 7 au 8 août le plan présenté par le Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à vaincre le Hamas dans la bande de Gaza. Ce document prévoit la préparation d'une prise de contrôle militaire de la ville de Gaza tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile hors des zones de combat. Le plan repose sur 5 principes: désarmement du Hamas, retour de tous les otages vivants ou morts, démilitarisation de la bande de Gaza, maintien de contrôle sécuritaire israélien sur le territoire et mise en place d'une administration civile alternative excluant à la fois le Hamas et l'autorité palestinienne. Le Hamas, qui détient encore 49 otages, dont 27 présumés morts, a dénoncé cette décision, l'accusant de compromettre les négociations et de servir les intérêts personnels du Premier ministre. Le mouvement a averti qu'une nouvelle escalade aurait un coût élevé pour Israël. En Israël, des manifestations ont eu lieu à Tel Aviv devant le siège du Likoud pour protester contre cette orientation militaire. Les participants ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité des otages et aux pertes humaines possibles parmi les soldats. Certains ont également évoqué la situation humanitaire à Gaza. Selon l'ONU, 86,3% du territoire est sous contrôle militaire israélien et soumis à des ordres d'évacuation, les zones restantes étant les plus densément peuplées. L'eurocommissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, a condamné le projet, estimant qu'il contrevient à une décision de la Cour internationale de justice appelant Israël à mettre fin à l'occupation et qu'il risquait d'aggraver les pertes humaines et les destructions. Sur le plan international, l'Allemagne a suspendu les exportations d'armes pouvant être utilisées à Gaza, jugeant incertain l'impact stratégique de l'opération. Le Royaume-Uni a appelé Israël à reconsidérer sa décision, tandis que l'Espagne a réaffirmé la nécessité d'un cessez-le-feu permanent, de l'acheminement massif d'aide humanitaire et d'une solution à deux États. D'après le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont considérés fiables par l'ONU, les représailles israéliennes ont déjà causé la mort de 61 258 personnes à Gaza, majoritairement des civils. Tandis qu'au Moyen-Orient, Israël prépare une offensive sur Gaza. Aux États-Unis, l'ICE renforce ses moyens de contrôle en recrutant massivement des civils. Vaste recrutement civil par la police de l'immigration. Aux États-Unis, l'Agence fédérale Immigration and Customs Enforcement a lancé une campagne nationale visant à recruter 10 000 civils dans le cadre d'une opération baptisée « Défendre la patrie ». L'initiative s'inscrit dans la politique de lutte renforcée contre l'immigration irrégulière mise en place sous la présidence de Donald Trump. Selon le département américain de la sécurité intérieure, ces nouvelles recrues auront pour mission de contribuer à l'expulsion d'étrangers en situation irrégulière considérés comme dangereux. Les postes proposés incluent notamment des agents chargés des expulsions, des enquêteurs criminels et des procureurs. Une prime de recrutement de 50 000 $ est prévue. La campagne s'accompagne d'un slogan « L'Amérique a besoin de vous » et d'affiches inspirées de l'iconographie de l'oncle Sam.
Sur les réseaux sociaux, Laïs met en avant un discours axé sur la protection du pays, de la culture et du mode de vie américain. Parmi les personnalités ayant publiquement soutenu cette initiative figure l'acteur Dean Cain, connu pour son rôle de Superman dans la série Lois et Clark dans les années 1990. Il a déclaré vouloir s'engager auprès des forces de l'ordre afin de contribuer à la sécurité nationale. Alors que les États-Unis durcissent leur politique intérieure avec le recrutement massif de civils pour l'ICE, la Chine, de son côté, appelle au dialogue entre Moscou et Washington pour apaiser les tensions internationales. Xi Jinping salue la reprise de contact entre Washington et Moscou. Le président chinois Xi Jinping a indiqué à son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique le 8 août que Pékin se réjouissait de voir la Russie et les États-Unis renouer un dialogue en vue d'améliorer leurs relations et de rechercher un règlement politique à la crise ukrainienne, selon l'agence officielle Xinhua. Cette déclaration intervient alors qu'une rencontre entre Poutine et le président américain Donald Trump est envisagée pour discuter d'une fin possible à la guerre en Ukraine. Xi a souligné que les différends nécessitaient des négociations approfondies et a réaffirmé la position de la Chine en faveur d'une solution diplomatique. L'appel a également été l'occasion pour Pékin de défendre ses échanges énergétiques avec Moscou, qualifiés de légitimes par le ministère chinois des Affaires étrangères, malgré les menaces de sanctions tarifaires formulées par Donald Trump. Il s'agit du deuxième échange téléphonique entre Xi et Poutine en moins de 2 mois, tandis que la Chine encourage un dialogue apaisé entre Moscou et Washington. L'Union européenne lance un appel pressant à Israël pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ursula von der Leyen demande à Israël de revenir sur son plan pour Gaza. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé vendredi 8 août le gouvernement israélien à abandonner son projet de prise de contrôle militaire de la ville de Gaza. Dans un message publié sur X, elle a estimé que le gouvernement israélien doit revenir sur sa décision de prolonger son opération militaire à Gaza et qu'un cessez-le-feu est nécessaire immédiatement. Elle a également réaffirmé la nécessité de libérer tous les otages encore détenus par le Hamas et de permettre un accès humanitaire immédiat et sans entrave à la bande de Gaza. Cette déclaration intervient au lendemain de l'approbation par le cabinet de sécurité israélien de plans présentés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou prévoyant la prise de contrôle de la ville de Gaza, le désarmement du Hamas, la démilitarisation du territoire et la mise en place d'une administration civile alternative. La position de la présidente de l'exécutif européen rejoint celle de plusieurs États membres de l'Union européenne, notamment l'Espagne, l'Irlande et la Belgique, qui ces derniers jours ont dénoncé le projet israélien comme une violation du droit international et des résolutions des Nations Unies. Des voix similaires se sont fait entendre au sein de la communauté internationale, y compris du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, qui a accusé l'Israël de contrevenir à la décision de la Cour internationale de justice exigeant la fin de l'occupation. Sur le terrain, la situation humanitaire continue de se dégrader selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Plus de 86% du territoire de Gaza est actuellement militarisé et soumis à des ordres d'évacuation. Les zones restantes, principalement Khan Younes, Gazaville et les camps de réfugiés du centre, sont surpeuplés et dépourvus d'infrastructures essentielles. L'Union européenne craint qu'une extension des opérations militaires n'aggrave encore la situation et rende plus difficile toute perspective de règlement politique. Alors que l'Union européenne presse Israël d'arrêter ses opérations militaires à Gaza, en Afrique, le président Félix Tshisekedi annonce un remaniement gouvernemental intégrant des opposants modérés pour renforcer la stabilité politique en RDC. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a dévoilé
Dans la nuit du 7 au 8 août, la composition du nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa, l'équipe qui conserve la même taille que la précédente avec 53 membres, se veut resserrée, remaniée et partiellement ouverte à d'autres sensibilités politiques. La principale surprise est le retour sur la scène politique nationale d'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila, nommé vice-premier ministre chargé du budget, un portefeuille qu'il avait déjà occupé entre 2007 et 2008 avant d'accéder à la primature. Autre arrivée notable, Floribert Anzolini, ex-coordonnateur du mouvement citoyen Filembi et candidat à la présidentielle de 2023, qui prend la tête du ministère de l'intégration régionale. Guillaume Ngefa Tondoko, ancien responsable des droits de l'homme de l'ONU au Mali, expulsé en 2023, devient ministre de la Justice. La nouvelle équipe compte également Grace Coutinho, jeune pasteur d'une église de réveil, nommé ministre de la Jeunesse. Plusieurs figures clés conservent leur poste: Doudou Fomba, Finances, Thérèse Kayi-Komba, Affaires étrangères, Patrick Mouyaya, Communication, Julien Paloukou, Commerce extérieur, ainsi que les 4 vice-premiers ministres, Jacques-May Chabani, Intérieur, Jean-Pierre Bemba, Transport, Guy Kabango, Défense et Jean-Pierre Liwo, Fonction publique. Sur le plan politique, ce remaniement reflète un équilibre interne. La FDCA de Modeste Bahati voit sa représentation passer de 2 à 3 ministres. Le MLC conserve un vice-premier ministre et une ministre, tandis que l'UNC demeure de la majorité malgré une satisfaction mitigée. En revanche, aucun représentant de l'opposition dite radicale proche de Martin Fayoulou ou de Moïse Katumbi ne figure dans ce gouvernement. Les divergences avec ces deux leaders restent profondes et le rapprochement tenté avec Martin Fayoulou a échoué. Sur le plan économique, le bilan jugé positif par le FMI ainsi que les succès diplomatiques de Kinshasa ont pesé dans le métier de certains ministres. Néanmoins, plusieurs observateurs et membres du gouvernement estiment que cette équipe pourrait avoir un caractère intérimaire en attendant un éventuel dialogue politique soutenu par l'opposition, les églises catholiques et protestantes, ainsi que des médiateurs internationaux. En somme, les événements de cette semaine illustrent un monde en recomposition où les équilibres diplomatiques, économiques et sécuritaires se redessinent rapidement. Entre fermeté politique, appel au dialogue et alliance de circonstances, chaque acteur international avance ses pions. La suite dépendra de la capacité des uns et des autres à conjuguer fermeté et ouverture. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau point complet sur l'actualité. Passez un excellent week-end et à lundi pour une nouvelle édition de l'actualité internationale. Une excellente soirée à toutes et à tous.